J'insiste pour dire que les mots sont totalement absents de mon esprit quand je pense réellement, et que j'identifierai complètement mon cas à celui de Galton en ce sens que, même après avoir lu ou entendu une question, tout mot disparaît au moment précis où je commence à y réfléchir. Les mots ne réapparaissent dans mon conscient qu'après avoir terminé ou abandonné la recherche, exactement comme pour Galton. Et je suis pleinement d'accord avec Schopenhauer quand il écrit « Les pensées meurent au moment où elles s'incarnent dans des mots ». Je pense qu'il est également essentiel de souligner que je me comporte ainsi non seulement vis-à-vis des mots, mais aussi vis-à-vis des signes algébriques. Je les utilise quand je fais des calculs faciles, mais chaque fois que la question me semble plus difficile, ils deviennent un bagage trop encombrant pour moi. J'utilise alors des représentations concrètes, mais d'une nature entièrement différente. Un exemple de ce genre est déjà connu dans l'histoire des sciences. Il a été donné par Euler pour expliquer à une princesse suédoise les propriétés du syllogisme. Euler représente les idées générales par des cercles. Alors, si nous devons penser à deux catégories de choses A et B, telles que chaque chose A est un B, nous imaginerons un cercle A à l'intérieur d'un cercle B. Si, au contraire, on nous dit qu'aucun A n'est un B, nous imaginerons le cercle A entièrement en dehors du cercle B. Mais si certains A sont B et d'autres pas, les deux cercles doivent se couper. Or, personnellement, si j'ai à penser à un syllogisme quelconque, je n'y penserai pas en termes de mots. Des mots ne me permettraient guère de voir si le syllogisme est juste ou faux, mais avec une représentation analogue à celle d'Euler. Cependant, non en utilisant des cercles, mais des taches de forme non définies. Aucune forme précise ne m'étant nécessaire pour penser à des taches se trouvant à l'intérieur ou à l'extérieur l'une de l'autre. Pour considérer un cas légèrement moins simple, prenons une démonstration élémentaire et bien connue en arithmétique, le théorème à démontrer étant la suite des nombres premiers est illimitée. Je répéterai les étapes successives de la démonstration classique du théorème en écrivant en face de chacune d'entre elles l'image mentale correspondante dans mon cerveau. Il nous faut par exemple démontrer qu'il existe un nombre premier supérieur à 11. Premièrement, je considère tous les nombres premiers de 2 à 11, soit 2, 3, 5, 7 et 11. Et je vois une masse confuse. Ensuite, je forme leur produit, 2 fois 3 fois 5 fois 7 fois 11, que je note n. N étant un nombre assez grand, j'imagine un point assez éloigné de cette masse confuse. Puis, j'augmente ce produit de 1, soit n plus 1, et je vois un second point un peu au-delà du premier. Enfin, j'explique que ce nombre, s'il n'est pas premier, doit admettre un diviseur premier, lequel est le nombre cherché. Et je vois là un endroit quelque part entre la masse confuse et le premier point. Quelle peut être l'utilité d'une imagerie aussi étrange et vaporeuse ? Elle n'a certainement pas pour but de me rappeler une propriété quelconque de la divisibilité ou des nombres premiers ou autres. Ceci est très important, car toute information qu'elle pourrait me fournir aurait des chances d'être plus ou moins inexacte et de me fourvoyer. Ce mécanisme satisfait donc à la condition posée plus haut, que je ne suis jamais trompé par les images et ne crains même jamais que cela arrive. Au contraire, cette condition n'est que partiellement satisfaite par l'hypothèse de Binet, donner de la précision à des idées inconscientes risquerait toujours de les altérer. Mais en même temps, on peut facilement comprendre pourquoi un mécanisme de ce genre peut m'être nécessaire pour comprendre la démonstration ci-dessus. J'en ai besoin pour avoir une vue simultanée de tous les éléments du raisonnement, pour les agréger, pour en faire un tout. En résumé, pour parvenir à cette synthèse dont nous avons parlé au commencement de ce chapitre, et pour donner au problème sa physionomie. Ce mécanisme ne me renseigne pas sur un chaînon quelconque du raisonnement, c'est-à-dire une propriété quelconque de la divisibilité ou des nombres premiers, mais il me rappelle comment ces chaînons doivent être assemblés. Si nous suivons encore la comparaison de Poincaré, cette imagerie est nécessaire pour que les combinaisons utiles, une fois obtenues, ne se perdent pas. En fait, toute recherche mathématique m'oblige à construire un schéma de ce genre, schéma qui est et doit toujours être d'un caractère vague, de manière à ne pas m'égarer. Je donnerai un exemple moins élémentaire tiré de mes premières recherches, ma thèse. J'avais à considérer une somme d'un nombre infini de termes et à évaluer son ordre de grandeur. Or, quand je pense à cette question, je vois non la formule elle-même, mais la place qu'elle prendrait si on l'écrivait. Une sorte de ruban plus épais ou plus sombre à la place correspondant aux termes qui peuvent être importants. Ou, à d'autres moments, je vois quelque chose comme une formule, mais aucunement lisible, comme je la verrais si je ne mettais pas mes lunettes. Je suis fortement presbyte.
et avec des lettres légèrement plus apparentes, quoique encore impossibles à lire, à la place qui est supposée importante. Des amis m'ont dit que j'avais un regard spécial quand je faisais des recherches mathématiques. Je ne doute guère que ceci accompagne en particulier la construction du schéma en question. Ceci a un rapport avec la question de la fatigue intellectuelle. J'ai demandé à quelques éminents physiologistes, et en particulier à Louis Lapicque, comment le travail intellectuel peut produire de la fatigue, car aucun travail, au sens que le physicien donne à ce mot, ne semble être produit. L'opinion de Lapicque à cette époque était que le travail intellectuel devrait ne se comparer à rien de plus qu'à l'acte de tourner les pages d'un livre. Or, la fatigue intellectuelle existe. Du point de vue objectif et physiologique, elle a été étudiée dans un livre important de Binet et Victor Henry, et on a dû faire beaucoup de progrès depuis sur cette question qui me dépasse. Du point de vue psychologique, on peut considérer comme certain que, comme pour ce que nous avons cité de Rodin, la fatigue correspond à l'effort de synthèse, au fait de donner à la recherche son unité et, par conséquent, tout au moins dans mon cas, de fournir un schéma convenable.